Interview assez singulière. Un peu dans la pénombre. Parce que c'est dans les cheveux. Mhm, Je mhm. stresse du coup. Tu demandes combien de temps? Alors j'ai déjà démarré, donc rebonsoir tout le monde. Alors là on est toujours en direct du studio de Canal. Désolé, j'ai pas pu finir pardon, les infos puisqu'on a eu une coupure d'électricité inopinée, hein, n'est-il pas? Ça n'a pas l'habitude de se produire, mais en tout cas là on s'est fait avoir sévère. Mais j'avais une très importante interview à réaliser ce soir et donc on va passer sur un format assez singulier. Mais je dis bonsoir à Maître Juan Branco. Bonsoir, merci de m'inviter dans ce beau studio plongé dans la pénombre. Désolé, franchement désolé pour les conditions d'accueil. C'est la faute des syndicats, qu'est-ce que vous voulez? Non mais solidarité dans la lutte évidemment avec tous ceux qui sont engagés pour les droits des Guadeloupéens et des Français en général. Alors, votre passage ici en Guadeloupe est motivé par l'affaire dite des grands frères. Donc, les arrestations sont survenues le 17 janvier dernier. Ça fait un peu plus d'un an. Dites-nous, comment avez-vous eu vent de cette affaire et pourquoi l'avez-vous prise en main? Et qui vous défendait? Je défends trois personnes qui ont été envoyées en détention aux quatre coins de l'Hexagone, donc à 7 000 km de chez eux. Frédéric Duménil, Noël Defour et Didier Laurent. Je vous incite à retenir leur nom parce que c'est des victimes d'une répression d'État qui fait trembler. Parce que ce que je ressens depuis que je suis ici, c'est une forme de peur. Une forme de peur. Et je pense que cette affaire a pour objectif de faire peur aux citoyens guadeloupéens, de faire peur aux instances représentatives guadeloupéennes, qu'elles soient syndicales, électorales ou autres, des politiciens. Et il y a une forme d'intimidation de la part de l'État et notamment de Paris qui a pour objectif de laver l'affront des révoltes de 2021, de fin 2021. Et ça devrait inquiéter parce que dans un contexte avec la chlordécone, etc., où justement l'État frémit à l'idée que des mobilisations reprennent et qu'on remette en question le statu quo, qu'une identification arrive avec ces personnes. Donc on essaie de faire oublier leur nom, on essaie de faire taire leur affaire et je vous incite vraiment à les porter, à les répéter, à les écrire partout de façon à montrer à tous ceux qui se montrent lâches, qui ne parlent pas, qui n'osent pas nous rencontrer parfois tellement ils ont peur. Je pense à des personnes qui se reconnaîtront, avec qui on était censé avoir des interactions et qui au dernier moment se disent que peut-être que ce ne serait pas une bonne idée. Qu'il y a là des gens qui sont battus pour le droit des Guadeloupéens, pour le droit des Antillais en général, et qui sont retrouvés dispatchés aux quatre coins de l'Hexagone sans aucune raison en détention provisoire pour faire payer en fait le peuple dans son entier. Donc, pour vous, il y aurait une espèce d'omerta autour de cette affaire. Il ne faut pas en parler. Mais bien sûr, il y a une omerta organisée. Il y a une intention, en fait. D'un côté, c'est paradoxal, parce que d'un côté, on veut faire exemple. C'est-à-dire, on prend des corps comme ça. Ça, c'est une pratique qui est très coloniale. Vous voyez, on en prend un, on le met là. À l'époque, on fouettait. Aujourd'hui, on humilie, on l'arrache au leurre. Moi, j'ai un client, un de mes clients, il a deux enfants de 1 an et demi et 3 ans. Ça fait plus d'un an qu'il est arrêté et détenu à Moulin-Isère. Donc pour ceux qui connaissent la géographie française, ils ne savent pas où c'est parce que c'est au milieu de nulle part en France. C'est un endroit par ailleurs qui a de la valeur, hein, qui a une histoire extraordinaire. Mais je veux dire, on a fait exprès de l'envoyer au plus loin, non seulement de la Guadeloupe, mais aussi de Paris, de façon à ce qu'il soit quasiment impossible pour ces familles de venir le voir, de façon à ce que ce soit très compliqué d'organiser sa défense. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait révolter les gens, parce que par ailleurs, c'est des gens qui n'ont rien fait, qui ne sont en rien responsables de ce qui a pu se passer pendant cette période. Et d'ailleurs, ils ne sont même pas forcément accusés des faits les plus graves, que ce soit les tirs ou quoi que ce soit. On a essayé de monter une affaire, si je me permets en 2 secondes, hein, on a essayé de prétendre qu'ils avaient tenté d'escroquer les élus, parce qu'ils ont été sollicités par ces derniers au moment où la crise commençait à exploser. Il y a des instructions de Paris. Le Cornu lui-même dit les élus doivent s'impliquer. Pourquoi ils ne s'impliquent pas? Comment on a besoin d'eux pour tranquilliser la situation? Donc des élus sollicitent ce qu'on appelle des grands frères, mais c'est-à-dire des médiateurs sociaux, des gens qui présentent aucune difficulté, mais qui ont une certaine influence sur la jeunesse. Ils leur disent réunissons-nous, parlons-nous, dites-nous c'est quoi le problème aujourd'hui avec la jeunesse, qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a des chantiers d'insertion qui ont été annoncés, l'Elysée va peut-être investir, etc. Et ils commencent à discuter, le préfet est informé, pendant ces réunions par les élus qui l'appellent pour dire voilà comment ça avance, il dit merci, je transmets à Paris. Et là, bam, au moment où une nouvelle réunion devait intervenir, on les arrête, on les envoie en garde à vue, et puis après on les projette très très loin. Sachez que l'affaire a été dépaysée, c'est-à-dire que les magistrats de Guadeloupe n'ont même pas le courage de s'occuper de cette affaire. Ils en sont à la refiler. Pardonnez-moi, c'est un peu vulgaire comme terme, mais ils la refilent à la Martinique en mode voilà, on va prendre de la distance, comme ça nous,
on est tranquille. Tout ça pour faire plaisir à Paris. Il y a quelques personnes qui ont été nommées à Paris qui Mais sont... le parquet a dit en fait qu'il n'était pas compétent, qu'il n'était pas à même de gérer cette affaire, tellement elle était énorme. Ouais, ce qui est énorme, en fait, c'est l'incompétence de l'État qui a amené à la crise à la fois de novembre 2021 et par ailleurs aux décisions qui ont été prises pendant cette période contre les populations. C'est ça qui est énorme. Le reste, que la population réagisse, essaye de faire signaler son mécontentement, on s'étonne en fait l'inverse. On s'étonne de l'inverse. On s'étonne qu'il n'y ait pas des mobilisations plus violentes et une rancœur plus importante quand on sait à quel point on a détruit la santé des Guadeloupéens. On revient à la chlordécone et les eaux sur des centaines d'années. C'est-à-dire que on est quand même sur une situation d'oppression qui devient inacceptable. Et en retour, on se retrouve avec quoi? Avec l'État qui tente de faire la leçon en essayant de prendre là quelques boucs émissaires, quelques corps sacrificiels. Tout ça pourquoi? Pour faire plaisir à Paris. Et je vais vous dire, en fait, c'est quoi l'objectif de cette affaire? C'est d'avoir un procès symbole. C'est de pouvoir dire, on va juger les événements de fin 2021. Et donc, on prend 3-4 personnes, pas les plus dangereuses. Ah, on va pas toucher aux syndicats. Ah, on va pas. Vous voyez, on reste là au niveau de la rue. On reste sur des gens dont on se dit ils sont moins protégés, Ils ont le bon euh, profil, qui ont potentiellement bon profil, mais pour certains, Frédéric Duménil, pas de casier, médiateur social, parfaitement inséré, toute sa vie en fait, il a passé à essayer de résoudre des conflits, à faire baisser la délinquance. Donc, enfin, il y a eu des erreurs énormes hein, et manifestes, mais du coup, ils ont du mal à le reconnaître. Pourquoi ils ont du mal à le reconnaître? Parce que derrière, en fait, ce serait révélé toute la mécanique qu'ils ont mis en place pour faire plaisir à quelques hauts fonctionnaires, à quelques politiciens en mal de notoriété. Je pense à Monsieur Lecornu, ministre des Outre-mer, qui à l'époque, au moment des événements, en fait, vous commenciez à voir paraître dans la presse des petits portraits bien flatteurs en mode c'est peut-être le nouveau Premier ministre de Macron si Macron est réélu en 2022. Donc lui, il est sur son petit nuage, il se prépare à son petit plan de carrière. C'est la personne la plus incompétente et fade que j'ai jamais rencontrée, mais justement, ça changerait pas grand-chose en termes de continuité dans les premiers ministres qu'a choisi Emmanuel Macron. Donc il avait le profil parfait. Et on se retrouve en fait avec une sorte de petite montée comme ça d'adrénaline et bam, les événements en Guadeloupe. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut régler le problème au plus vite. Et il a la chance de quoi? Il a la chance d'avoir comme Dircab, ou la malchance aux Outre-mer, un ancien préfet de Guadeloupe, Monsieur Gustin, qui lui dit attendez, vous inquiétez pas, moi je connais ça, je vais vous trouver une solution. Et là, il fabrique le petit dossier bien ficelé. Ils savent qu'il ne faut pas taper trop haut, ils savent qu'il ne faut pas taper trop bas. Ils prennent les personnes qui sont potentiellement les plus vulnérables, au sens où c'est clairement pas des gens qui vont avoir les structures pour les soutenir et pour réenflammer la Guadeloupe afin de s'assurer de leur liberté. Et voilà. Et ils lancent la machine et ils détruisent les vies d'hommes arbitrairement comme ça. Évidemment, la conséquence, c'est quoi? C'est que tout le monde commence à trembler. Parce que si on peut arrêter quelqu'un comme Duménil, qui n'a pas de casier, qui n'a jamais rien fait de mal, où il n'y a rien au dossier, qui a une vie parfaitement familiale, intégrée, etc., c'est-à-dire que n'importe qui peut tomber. Et donc tout le monde commence à se regarder en charnier. Et c'est pour ça que je vous dis, depuis que je suis arrivé, je sens la peur. Je sens la peur auprès des personnes que je rencontre, parfois de très haut niveau, parfois des personnes qui ont une aura extraordinaire, qui ont une reconnaissance extraordinaire, qui sont présentées comme des personnes qui luttent depuis des années au plus haut niveau. Et ben, je sens qu'ils tremblent tellement qu'ils ont parfois peur de nous rencontrer. Et là, je me dis, il y a quand même un problème parce que en fait, on est en train de se soumettre à une forme de rapport d'oppression, de domination de la part de l'État, qui fait écho, encore une fois, non pas à une forme de colonialisme, évidemment, on n'en est pas là, heureusement, mais quand même, il y a des relents, des réflexes comme ça qu'on voit souvent dans ces dispositifs-là. Alors quand on vous entend parler, vous parlez de dossiers vides. Bon, c'est des explications qu'on a déjà eues de la part d'autres avocats il y a quelques mois. Euh, Comment peut-on maintenir sous mandat de dépôt, donc en prison, plusieurs hommes euh, avec un dossier vide? Bienvenue en 2023 dans la justice française, mon ami. Je vous recommande vraiment, c'est vraiment mon souhait le plus cher, à quiconque veuille, en étant innocent, préserver une tranquillité, ne jamais être confronté à la justice. D'ailleurs, que ce soit en tant que victime ou en tant qu'accusé, parce qu'on est sur un système qui est complètement défaillant, qui fonctionne encore avec des méthodes qui ont été inspirées du Moyen-Âge, enfin qui proviennent du Moyen-Âge, de l'Inquisition et compagnie, qui ont évidemment été largement ajustées, mais avec toujours cette même logique de l'aveu, de la recherche de la vérité, jusqu'au point où en fait la contrainte, la détention provisoire va peut-être finir par faire arracher quelque chose au corps que l'on a mis dans cette situation de détention, ainsi de suite. Donc quelque chose de très éloigné des formes de justice traditionnelles qu'on pourrait trouver beaucoup plus douces, où justement on essaye de refaire société. Non, là on est sur la violence, sur la répression, sur une forme de rapport de force un peu masculiniste, viriliste comme ça, où on va essayer d'arracher à l'autre quelque chose. Et donc, évidemment, là-dessus, avec toutes les absences de garantie d'indépendance qui existent sur l'appareil judiciaire aujourd'hui, parce que les carrières des magistrats dépendent de l'autorité politique, parce que les parquets sont sous la tutelle directe du ministère de la Justice, donc évidemment, parce que, en particulier, c'est très important,
dans les Outre-mer et dans les Antilles, il y a un lien beaucoup plus serré de tutelle de la part de l'autorité politique sur les hauts fonctionnaires. Et donc, à partir de là, évidemment, la capacité à construire ou déconstruire, selon que l'on veuille ou pas régler ses comptes, des dossiers faits sur mesure contre des personnes en question. Après, la question n'est pas de savoir tant s'il y aura condamnation ou pas à la fin. C'est est-ce qu'on est prêt à accepter une pré-condamnation avec plus d'1 an déjà de détention provisoire sur des fondements qui ne le justifient absolument pas. Est-ce que la procédure, est-ce qu'on peut dire que l'enquête est terminée et que la procédure va suivre son cours ou bien... Moi, je pense qu'on peut dire que l'enquête n'a jamais commencé, parce que moi, j'attends qu'on aille chercher les personnes qui ont tiré sur d'autres personnes pendant cette période, les braquages et compagnie, tout ça. Alors là, ça n'intéresse pas du tout le juge. Hein. Là, ce qu'il cherche, c'est à savoir s'il y a eu une tentative d'extorsion contre des élus. Mais vous vous rendez compte, en fait, c'est-à-dire on vous sollicite pour vous dire, écoutez, venez, on va créer des programmes d'insertion, donc des programmes officiels de l'État. Et derrière, on vous arrête en vous disant « Ah, mais en fait, vous avez tenté d'extorquer ceux qui vous ont sollicité pour vous proposer des... » C'est ça, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer. Les élus ont témoigné. Et les élus ont témoigné. Enfin, en tout cas, il y en a certains qui ont dit qu'ils avaient témoigné, notamment M. Chalius, et qui expliquaient qu'il n'y avait pas du tout de tentative d'extorsion. D'autres m'ont expliqué que c'était à la demande de Le Cornu et justement en informant à chaque fois les autorités étatiques, notamment le préfet. Je pense que, évidemment, c'est dérangeant de l'admettre, et donc c'est là aussi moi je suis pas d'accord avec la stratégie qui est suivie par l'ensemble de ces acteurs dits institutionnels qui font vivre la société guadeloupéenne, qui parfois sont très critiqués parce qu'on considère qu'ils vivent aux dépens de la société, mais qu'importe, en tout cas qui font partie intégrante de la Guadeloupe, qui sont guadeloupéens. Vous voyez, c'est pas des représentants de l'État, là je parle des élus, des syndicalistes et compagnie, des gens qui sont plongés au sein de cette société. Ces gens-là, on a l'impression qu'ils ont peur, on a l'impression qu'ils se disent bon, tant que c'est eux, tant que c'est ceux qui sont aujourd'hui, nous ça va aller. Et du coup, on ne va pas trop bouger, on va pas... Alors par contre, quand c'est Monsieur Divrande, là, ça commence à monter. Et vous voyez, et donc la question, c'est comment ça se fait que ces gens-là, à un moment, se disent, n'ont pas un sentiment de justice un peu plus général, et ils se disent, non mais attendez, il y a des gens qui sont injustement en prison, on se mobilise, qu'importe que les risques que ça nous fera prendre, etc. Cette peur, moi, c'est quelque chose qui en tout cas, qui n'est pas dans mon ADN. Cette idée de se dire, et pourtant je sens qu'on prend des risques en venant ici, que mes confrères et consoeurs qui se battent sur ce dossier à nos côtés, et on est beaucoup, on est vraiment beaucoup, et je tiens à saluer ceux qui sont engagés, notamment consoeur Lorenza Bourjac, même maître Jeanne Artensui, c'est des gens qui sont vraiment en fait dans cette impliqués vraiment au plus haut niveau, enfin au plus haut niveau de leur âme pour sortir ces personnes-là. Eux, ils prennent des risques énormes. Parce que eux, justement, ils ne sont pas protégés par des partis, ils ne sont pas protégés par des syndicats et compagnie. Ils n'ont que leur robe, et pourtant, ils sont là aux côtés de ces pères de famille. Et à côté, ce qu'on voit, c'est un désert institutionnel où ceux qui, pour le coup, ont des protections qui devraient leur permettre de s'impliquer, de demander justice, etc., chat perché, on reste dans notre coin. Et donc, il y a une sorte de concours de lâcheté généralisé. Les magistrats font la même chose, et on se retrouve dans une situation qui, encore une fois, à mon sens, est complètement inacceptable. Je reviens sur le dossier vide. Certaines accusations avaient été formulées. Est-ce que effectivement le parquet a des preuves à l'encontre des personnes qui sont toujours détenues? Je ne peux pas vous parler du dossier du fond. Je suis tenu par le secret d'instruction du fond. C'est-à-dire, je ne peux pas vous dire, rentrer dans le détail, mais en substance, c'est ridicule. C'est vraiment quelque chose. En fait, encore une fois, ce qui est important de dire, c'est qu'on essaie de les prendre sur la marge des événements. Vous voyez, ces événements qui ont été quand même cardinaux à l'échelle de la Guadeloupe. Depuis 2009, on n'avait pas vu ça, et probablement c'était beaucoup plus important qu'en 2009 en termes d'ampleur. Et si on doit remonter, c'est peut-être sur 40-50 ans qu'il n'y a pas eu justement une tentative de judiciarisation d'un mouvement social en Guadeloupe. Et on se retrouve sur des gens... Ils ne cherchent pas les principaux responsables. Ils ne cherchent pas les principaux responsables parce qu'ils savent très bien que s'ils vont sur les principaux responsables, c'est toute l'île qui va s'enflammer. Vous voyez, parce qu'on n'acceptera pas qu'on touche eux. Et donc, ils prennent des têtes de Turcs un peu anonymes, et ils se disent, mais voilà, comme ça, Paris sera content. Parce qu'on aura fait quelque chose pour Paris, et puis sur l'île, ça ira. En fait, les gens vont pas trop protester parce qu'ils étaient peut-être pas si connus que d'autres, et donc c'est en fait, ils construisent autour de ça, et donc ils prennent des petits bouts de ficelle, ils les mettent ensemble les uns à côté des autres, mais ça permet ni de faire la vérité sur ce qui s'est passé pendant cette période, et encore une fois, mais quelle que soit notre position sur ce qui s'est passé, vous voyez que vous ayez été du côté de ceux qui râlaient, qui n'en pouvaient plus parce qu'ils étaient bloqués, parce qu'ils avaient du mal à s'alimenter, et ainsi de suite, ou qui pouvaient pas aller travailler, ça avait des conséquences extraordinaires, ou du côté de ceux qui étaient très contents qu'enfin la jeunesse se mobilise pour essayer de se faire entendre à la fois sur ces problématiques sociales et sur les questions sanitaires. Qu'importe, dans tous les cas, vous auriez envie qu'il y ait une vérité qui émerge,
qu'il y a un procès où en effet une confrontation, où il y a l'État qui dit vous êtes coupable d'eux, et derrière une défense qui dit eh bien non, ils avaient le droit, ils étaient légitimes. Eh bien là, c'est pas du tout ce qu'on essaie de faire. On essaie de dire ah mais là vous étiez à tel endroit, donc peut-être que du coup ça crée cette petite infraction, je sais pas quoi. Et donc quelque part, c'est presque plus important que ce soit vrai ou pas. Qu'ils aient en effet peut-être à un moment débordé un peu sur un point qui est secondaire. La question, c'est qu'ils ne sont pas à la place qu'on devrait leur donner. Et c'est un peu un tort de la justice quand elle est politisée. Les magistrats sont assez attachés à leur indépendance. Vous voyez, ils n'aiment pas qu'on leur donne des instructions. Par contre, si on les oriente quelque part, si on les met à une place, là, ils vont accepter le truc. Moi, j'ai eu ça, là, j'étais avocat de victime pendant le procès de l'attentat de Nice, en 2016. Vous vous souvenez, ce camion fou qui a déroulé sur la promenade des Anglais. Il y avait 2 procédures. Je vous la fais très courte, mais ça vous permet de comprendre comment ça fonctionne. Une procédure sur responsabilité de l'État. Comment ça se fait qu'il n'y avait pas de plomb en béton pour empêcher un 19 tonnes d'accélérer jusqu'à 70 km/h. Imaginez-vous le temps qu'il faut pour arriver à cette vitesse lorsque vous avez un camion de cette taille, tout ça en écrasant des gens sur 1,5 km. Comment ça se fait qu'il n'y avait que 2 voitures de police pour sécuriser 25 000 personnes? Comment ça se fait que la compagnie du GIGN qui était censée sécuriser cet endroit, de la gendarmerie mobile, avait été dépêchée à Avignon parce que le président de la République a décidé d'aller voir une pièce de théâtre? Voilà, toutes ces questions-là, elles font l'objet d'une information judiciaire, une instruction, et là, il n'y a pas de mise en examen. Il n'y a pas de détention, il n'y a que des témoins assistés. Donc le directeur de cabinet du préfet qui a décidé de ne pas poser les plombs en béton, témoin assisté, on ne va pas quand même mettre en examen cette personne-là. Et donc du coup, qu'est-ce que ça crée? Une frustration énorme chez les victimes. Chez les plus de 1000 parties civiles, qui ont, enfin, les 86 morts quand même, je veux dire, enfin, c'est comme des enfants, etc., des images atroces. Donc du coup, une colère qui monte. Et comment est-ce que vous régulez la colère? Bah, vous faites un faux procès, un procès Potemkin. Clairement, on l'a vu au cours du procès, la personne qui a provoqué cette tuerie de masse, c'est quelqu'un qui avait envie de réussir son suicide. Il a fait un truc à la Germanwings, vous voyez, c'est-à-dire de ce pilote qui avait craché son avion sur... C'était quelqu'un qui était complètement fou, psychotique, et qui a décidé en fait de créer tout un système pour tout seul, en gros, provoquer cet attentat. Mais oui, mais donc du coup, en fait, ça ne permet pas de faire un procès vu qu'il est mort. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir celui avec qui il a pris un café à tel moment, celui-là, on va lui dire, allez, toi, t'as la bonne tête, boum, tu pars en détention provisoire, et après on fait un procès, et on fait mine qu'en fait, et on finit par, même si on sait très bien que t'étais pas complice, on crée cette infraction qui s'appelle l'association de malfaiteurs en vue de 2. Les actes préparatoires, ça consiste à se prendre un selfie. Il y en a, pour vous donner un exemple, il y en a un, il fait un doigt d'honneur, et sur la photo, et le parquet m'a dit ah oui, mais peut-être que c'était un signe d'allégeance à Daesh, même si c'est l'index et pas le doigt d'honneur, et qu'il a voulu le cacher parce qu'il savait qu'en fait, non mais enfin vous voyez, on est sur du et donc des procédures comme ça, vous en voyez souvent en France quand vous avez besoin de en fait satisfaire la demande de justice, mais que vous n'avez pas envie de sanctionner les vrais responsables et que vous n'avez pas envie de régler le problème qui a provoqué tout ça, que vous n'avez pas envie de débattre sur pourquoi est-ce qu'on était allé bombarder en Irak et compagnie, et toutes les causes originelles, par ailleurs, de notre confrontation avec Daesh. Et donc là, on est sur une situation similaire. On veut contourner le problème, mais il faut quand même livrer des têtes à Paris, il faut quand même donner l'impression qu'on a traité la situation, il faut quand même intimider les gens. Bon, on prend quelques... Et puis finalement, est-ce que c'est grave les vies de ces quelques personnes? C'est ça la logique. C'est ça la logique et c'est ça qu'on essaie. Donc c'est pour ça, Frédéric Duménil, Noël Defour, Didier Laurent, ne les oubliez pas. C'est des noms qui doivent être portés par la population, à mon sens, parce que c'est des personnes qui sont en train d'être sacrifiées en leur nom. Alors on a vu différentes vagues justement de libération. On ne comprend pas pourquoi certains peuvent sortir et d'autres non. Bon, là, attendez, on va pas être hypocrite. Hein. Il y en a qui ont une assise institutionnelle, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Et il y en a qui ont la capacité à faire peur et d'autres qui n'ont pas la capacité à faire peur. Et le paradoxe, c'est qu'après, on va nous évoquer, pour nous opposer à la libération de nos clients, le fait que leur libération pourrait provoquer un trouble à l'ordre exceptionnel parce qu'ils seraient capables de remettre à feu et à sang la Guadeloupe à eux tout seuls. Noël Defour, Frédéric Duménil, ils seraient capables de mettre le feu à la Guadeloupe à eux tout seuls. Par contre, d'autres personnes qui ont été libérées récemment, eux, n'auraient pas du tout cette capacité. En fait, c'est justement parce qu'ils ont cette capacité qu'ils ont été libérés. Par contre, les nôtres, qui du coup, en fait, ce qui devrait plaider pour leur innocence, vont rester en détention. Donc bon, là, on comprend très bien ce qu'il y a. Pas de libération dans les jours à venir pour cette... Franchement, il faudrait être naïf pour croire que là, à cette étape de l'instruction, ils ont besoin d'un procès. Ils ont besoin de sauver la face, ils ont besoin de légitimer ce qu'ils ont fait jusqu'ici, ils ont besoin d'une condamnation qui permette de symboliquement s'assurer qu'il n'y aura pas de... Parce qu'il y a une chose qui est la détestation et le mépris que la population peut avoir pour les institutions, mais ça, en fait, tant que ça ne leur fait pas peur, ils s'en fichent. C'est-à-dire tant qu'en fait, il n'y a pas de risque que ça déborde, tant qu'on peut le contenir, y compris par la force, c'est pas un problème. Et d'autre, par contre, qui est beaucoup plus importante, c'est la carrière.
c'est la carrière. Et alors là, la carrière du magistrat, et donc là, par contre, et pour faire carrière, il ne faut pas avoir mené une instruction qui va finir sur des acquittements ou sur des relax. Vous voyez, il faut en fait s'assurer que ça tienne bien de bout en bout et qu'on aille tous dans le même bateau de façon à ce qu'on ne se retrouve pas avec quelque chose qui va nous coller par la suite pendant des mois et des mois. Et notre rôle en tant qu'avocat, c'est de s'opposer à ça. Et c'est pour ça, je pense aussi, il y a deux raisons pour lesquelles les prévenus m'ont fait venir, notamment sur suggestion de Kémy Séba, que je représente notamment dans des procédures à CEDEAO, qui est une personne que j'estime énormément, qui regarde, ça aussi c'est quelque chose qui est très important pour que les Guadeloupéens sachent, Kémy Séba, l'Afrique vous regarde, les Gilets jaunes vous regardent, les Antilles vous regardent. Ce qui est en train de se passer avec les grands frères, c'est quelque chose de très important. Vous n'êtes pas seul. C'est très important de vous rendre compte qu'il y a une cristallisation de l'attention sur ce sujet parce que ça dit quelque chose de la façon dont la France se comporte sur ces territoires et de la façon dont justement les populations sont en capacité d'y résister, de résister à cette oppression ou pas. Et le rôle d'avocats comme le mien, comme moi, pardon, qui viennent en soutien des avocats qui sont en train de se battre en Guadeloupe et en Martinique, c'est justement de leur dégager un peu d'espace. Parce qu'eux, ils vont être obligés de continuer demain, après-demain, à défendre des prévenus face à ces mêmes magistrats, face à ces mêmes procureurs. Et si vous rentrez frontal face à ces personnes-là, ça va peut-être se faire au détriment des personnes que vous allez avoir à défendre la fois d'après. Donc c'est leur apporter un peu de cette force et de cette liberté qui peut être difficile à avoir, en tout cas trop coûteuse. Les protéger aussi, parce que quand vous avez quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui a la même position que vous, bah ça renforce dans le rapport de force par rapport aux autres. Et aussi, évidemment, les accompagner en France, parce qu'ils ont été déportés en France. Ils sont à 7000 km de chez eux, sans aucune justification, si ce n'est de les sanctionner symboliquement, de leur faire payer le fait d'exister, simplement. Alors, comment se portent-ils psychologiquement et est-ce qu'ils sont bien traités? On a eu quand même quelques petits échos de choses qui pourraient Ah non, mais on est en plein délire. Enfin, je veux dire, bon, déjà, on nous les envoie aux quatre coins de l'Hexagone pour qu'on puisse pas s'organiser pour faire une défense qui soit un peu solide. Donc, on va de Paris à Beauvais, de Paris à Moulins-les-Heures. Donc, 4 heures de voiture, parce qu'évidemment, vous pouvez pas y aller en train parce qu'il y a quasiment plus de train, parce qu'il y a quasiment plus de service public. Enfin, vous voyez la logique en fait, mais vous voyez, qui crée des effets cumulatifs, en fait. C'est là où on voit quand même la puissance et la gravité de ce qui s'est passé ces 30 dernières années en France. Derrière, ils nous donnent pas de permis de communiquer. Donc pour les appeler, donc pour essayer de compenser. Derrière, du coup, ils retrouvent un téléphone portable dans leur cellule, bah oui, enfin, ils essayent de parler à ses enfants parfois, bah, et du coup, ils essayent d'en faire une raison pour les mettre en difficulté. Et le plus grave dans tout ça, ce qui s'est passé, et on se retrouve avec Didier Laurent à l'isolement complet, on se retrouve avec Frédéric Duménil qui était escorte 3, donc qui a été fouillé à nu plusieurs dizaines de fois. Là aussi, le rapport au corps, vous voyez, et notamment le rapport au corps antillais, cette façon d'humiliation, vous voyez, à nu, à chaque visite, à chaque transfert, etc. Quand il était transféré pour aller à l'hôpital, le GIGN escorte du GIGN, enfin vous vous rendez compte, on est à ce niveau-là, parce qu'ils ont confondu le nom de son groupe de musique avec un gang criminel, enfin genre, on rentre dans des trucs qui sont quand même dystopiques, vraiment dystopiques, et qui ne devraient pas tant faire peur que de provoquer une indignation et une volonté en fait de faire face à ça et de dire on arrête, on ne se permet pas de faire ça à des corps frères, à des personnes qui ont été là pour nous, à nos côtés, qui ont été là pour nous protéger, qui n'étaient pas différents de nous et que l'on a pris tout simplement pour nous intimider. Donc d'un côté c'est scabreux, c'est sale, et ça a pour but de salir, d'intimider, etc. Et de l'autre, il ne faut pas le regarder, il ne faut pas se laisser accabler par ça, il faut se dire au contraire, en fait, comment est-ce qu'on fait de ça un moyen de mobilisation et de lutte. oui, mais psychologiquement. Et donc, du coup, c'est ce que je dis notamment à Frédéric quand je le vois à Beauvais. Je dis euh, ne vous laissez pas abattre et rendez-vous compte que vous êtes en train de construire quelque chose. Mais par contre, pour que cette parole soit vraie, il faut qu'en effet la société guadeloupéenne trouve la force dans ses ressorts pour leur permettre de rebondir. Vous voyez, il faut qu'il y ait cette chose qui fasse qu'eux sachent que de là où ils sont, même si c'est à des milliers de kilomètres, même s'ils sont entourés de neige, comme c'est le cas aujourd'hui de Noël Daufour, il faut qu'ils sachent que la société guadeloupéenne est en train de se préparer pour les réaccueillir, pour les protéger, pour les couvrir et pour les défendre. Donc, Noël Daufour va bien aussi? Chacun, je ne vais pas rentrer dans l'intimité de chacun le vit avec plus ou moins de violence, avec plus ou moins de force. Et ce qui est important, en fait, c'est... En fait, ça me gêne d'exposer publiquement comment chacun le vit, même, parce que ça pourrait être interprété différemment et qu'ils n'en ont pas forcément envie, mais
il y a une violence qui peut être. On peut avoir des niveaux de résistance très différents selon notre expérience de la lutte, selon notre assise psychologique, selon aussi le fait d'être plus ou moins préparé à un moment donné à se retrouver dans une situation difficile. Et donc ça peut être catastrophique, au contraire permettre de vivre avec un peu plus de, de, de dispositions de compensation. Noël, c'est particulièrement dur pour lui parce qu'on l'a mis très très loin. À côté, il a quand même des ressources intellectuelles extraordinaires. C'est une personne qui est extrêmement fine, lettrée, cultivée, que je recommande à tous d'ailleurs, parce qu'il a fait de nombreux textes, des chansons, ainsi de suite. C'est vraiment très important de s'intéresser à lui en tant qu'individu, etc. Donc voilà, il a cet équilibre, il essaie de trouver cet équilibre-là et de vivre ça avec, bah voilà, avec l'appui aussi de ses proches qui ont été très seuls quand même pendant une période. Et ça, j'en veux quand même beaucoup aux institutionnels qui ont pas été à leur côté. Et qui n'ont pas été à leur côté, qui ne sont pas rendus compte d'à quel point c'est épuisant de se battre pour continuer à faire entendre leur cause. Et je sais que votre chaîne a été attentive et leur a ouvert l'espace à chaque fois que cela semblait nécessaire. Ça n'a pas été le cas de tout le monde. Et cette écoute, elle n'a pas été présente partout. Est-ce qu'on peut dire que le scénario a bien été ficelé et que bon, les boucs émissaires font bien office de boucs émissaires? Oui, mais c'est quand même nul. Enfin, pardonnez-moi. C'est-à-dire que c'est exactement d'ailleurs ce qui s'est passé avec le procès de l'attentat de Nice. Il n'y avait personne. Ça n'intéressait personne parce que tout le monde a tout de suite compris qu'en fait tout ça c'était une façade. Tout le monde a compris. Et donc ils en sont arrivés même à un point en fait, où ils ont demandé au public de ne pas être dans la salle d'audience parce qu'ils disaient oui, mais c'est pour pas perturber les parties civiles, etc. Donc il y avait plus de citoyens. Vous voyez, parce que déjà maintenant sur les procès terrorisme, il n'y a plus de jurés, donc il n'y a plus de citoyens qui jugent. Il n'y a que des magistrats professionnels, des avocats du côté des parties civiles qui étaient payés parfois, ils ont gagné jusqu'à 2 millions d'euros sur les 4 mois par l'État, parce qu'il y a une façon d'acheter le silence. Vous voyez, de ne pas porter la parole trop violemment, parce qu'en fait, vous pouviez accumuler les parties civiles, donc du coup, vous alliez récupérer les cousins, les frères, vous voyez, vous grandissiez, et pendant que vous faisiez votre secrétariat, très bien, et du coup, dans la salle, il n'y avait que les parties civiles qui essayaient d'obtenir des réponses qu'elles ne trouvaient pas, et les journalistes. Et par contre, les citoyens qui voulaient assister au débat, ils étaient relégués dans une autre salle par visioconférence, alors qu'il n'y avait aucune justification, parce que c'était vide. Le procès était à Paris, alors que les événements ont eu lieu à Nice, donc ils ne pouvaient pas rester là pendant 4 mois, il a duré 4 mois, tout était... Donc, en fait, la capacité à faire scène de la part de l'État, de toute façon, est en train de se dégrader. Et là, on va le voir aussi. Donc, la puissance, à force d'instrumentalisation, la puissance du rituel judiciaire s'effrite. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très bien. C'est pour ça qu'en fait, plus vous envoyez les gens en prison, plus il va y avoir de récidives en général. Parce qu'il y a un moment donné où le poids symbolique, la violence symbolique de la sanction, l'humiliation qui consiste à juger, etc., s'effrite. Et donc là, c'est ce à quoi on est en train de confronter. À force de se décrédibiliser, de prendre les personnes à côté de là où ils devraient être, eh bien, on se retrouve dans une situation qui ne produit plus d'effet. Et je pense que les gens aujourd'hui ont compris, avec le non-lieu sur la chlordécone, ils ont compris ce à quoi ils faisaient face. Et c'est là, moi j'ai essayé de l'expliquer à la juge à laquelle on était confronté aujourd'hui, sur la question de la prolongation de la détention de 6 mois ou non. On était à Fort-de-France. Je lui ai dit, n'alimentez pas les discours qui disent que c'est systématique, que la justice, en fait, de façon systématique, va toujours écraser les mêmes et va montrer qu'elle est capable, à un moment donné, de discriminer, de se rattraper, de corriger, d'admettre des erreurs. Libérer cet homme qui a un enfant d'1 an et demi et 3 ans qui l'attendent depuis 1 an à 6000 km de chez lui. Donc la détention sera maintenue? Elle sera évidemment renouvelée, bien sûr. Pour vous, c'est sûr. On sait à quoi on fait face. Quelle est votre projection sur les mois à venir? Est-ce qu'on aura peut-être un procès au cours de l'année 2023 ou... Ils ont annoncé la fin de l'instruction à dans 8 mois. Fin de l'instruction dans 8 mois? Ouais, dans 8 mois. Et c'est des délais non obligatoires. Hein, ils peuvent prolonger, etc. Ils ont plusieurs choix. Soit ils s'en tiennent à la version bouc émissaire alors que le dossier est en train de s'effondrer pièce après pièce. Soit ils essayent de l'étendre. Ils essayent d'aller saisir des élus. On a vu qu'il y a eu des interpellations par la suite, des personnes qui ont été déférées justement en Martinique. On a vu des convocations d'élus aussi, donc ça en fait partie. Ils sont en train, je pense, d'essayer de trouver un équilibre entre faire peur et éventuellement à un moment donné trouver un bouc émissaire ou quelqu'un qui fera l'exemple, peut-être d'une façon un peu plus puissante. Et vous voyez, en fait, c'est comme des pédaliers. Vous voyez, vous ajustez selon la réaction du corps social, selon en fait les résultats que vous obtenez, vous poussez un peu plus ou vous réduisez un peu plus la violence que vous allez infliger. Et en fait, on est dans une situation comme celle-ci où là, très clairement, par exemple, la chlordécone, ça a joué contre nous. Parce qu'en fait, leur idée, c'est de se dire, OK, on ne va pas les libérer au moment où la population risque de se révolter. Mais alors, on a envie de leur dire, mais attendez, mais
agissez plutôt pour qu'elle ne se révolte pas. Plutôt que, on est quand même sur le monde à l'envers. Faites le nécessaire pour que la population se sente protégée, qu'elle ne soit pas empoisonnée pour 700 ans, qu'elle ait des solutions, qu'on trouve les coupables, les responsables, que ce soit au sein de l'État, que ce soit au sein des grandes familles qui ont profité de cette exploitation. Faites-leur payer, créez des dispositifs indemnitaires. Arrêtez avec ces doubles discours qui prétendent que la prévalence des cancers de la prostate serait liée à une sorte de génotype, avec des discours en fait qui sont racistes. Enfin, vous voyez, la sous-jacence raciste qui consiste à dire ah oui, mais l'antillais, s'il meurt plutôt que les autres, c'est parce qu'il a quelque chose en lui différent. En fait, il y a quelque chose en lui qui quelque part est pourri. Vous voyez comment en fait le détournement de la tentative d'étouffer des choses qui sont sues scientifiquement depuis 50 ans sur la chlordécone, les sous-jacences du discours qui vont essayer de... C'est très révélateur en fait de ce qu'ils pensent de ces territoires. Et donc tout ça en fait, on essaie de leur dire mais soyez raisonnables en fait parce que c'est dans votre intérêt. On n'est pas en train... Là, c'est même pas dans l'intérêt de nos clients, c'est en tant que système politique, judiciaire, etc. Vous avez intérêt à créer ce dialogue, à créer ce discours. Eh bien... Parfois, encore une fois, les ordres, l'influence, la carrière, le confort, l'envie de ne pas déplaire, de ne pas prendre de risques, la lâcheté humaine, tout ça se réunit et vous retrouvez dans la situation telle que vous la connaissez. Si on est dans une affaire politisée, est-ce qu'il ne faudra pas attendre un changement de gouvernement pour voir un début de justice? Elle n'est pas politisée, elle est, à mon sens, elle est politique au sens le plus profond du terme, c'est-à-dire qu'on n'est même pas sur une question, vous voyez, un camp contre l'autre ou compagnie. C'est vraiment les structures profondes qui gouvernent nos territoires qui sont en jeu. Et en fait, on est sur des frottements de tectonique des plaques qui font qu'en fait, voilà, au milieu d'entre elles, se retrouve Noël Daufour, se retrouve Frédéric Duménil, se retrouve Didier Laurent, prisonniers de ces violences, de la même façon que les victimes de la chlordécone, des violences policières et ainsi des violences politiques, parce que je préfère les appeler comme ça, la plupart étant justement le fruit d'instructions politiques, on l'a vu notamment pendant les Gilets jaunes, et les forces de l'ordre étant des exécutants d'une volonté, plutôt que des forces autonomes. Ça aussi, c'est une façon très facile de déresponsabiliser les politiciens. Ça, c'est un autre débat. Donc, on est sur une situation de cet ordre-là. Et donc, changer de gouvernement, ce n'est pas le sujet. L'enjeu, c'est vraiment construire une autre façon de s'organiser ensemble, d'avancer ensemble et de se gouverner. Et ça passe par une réflexion sur la façon dont aujourd'hui on est. Là, j'étais au Conseil constitutionnel la semaine dernière, je plaidais face à Laurent Fabius, Alain Juppé et tout ça, tous ces éminents membres de la République qui, pour certains, ont été quand même condamnés définitivement et ont été... Mais ça, c'est intéressant aussi parce que ça dit quelque chose. Vous voyez, c'est pas une approche moraliste. Enfin, Alain Juppé, il a été condamné définitivement quand même à une peine de prison pour un certain nombre de faits et il est nommé au Conseil constitutionnel. Excellent. Donc là, il y a une question. Moi, je suis assez d'accord que l'appareil judiciaire est tellement délégitimé qu'une peine de prison aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, vous voyez. Donc, mais dans ce cas-là, derrière, ne nous faites pas de grands discours sur la probité, etc. Vous le reconnaissez vous-même, vous mettez des gens condamnés au sein du conseil le plus prestigieux de l'État. Très bien, mais ça envoie quand même un message. Donc j'y étais pourquoi ? Pour plaider l'annulation des élections législatives et d'une élection en particulier sur le fondement de l'abstention. 85% d'abstention sur cette circonscription qui était celle d'Amérique latine, mais en Guadeloupe, on était sur des taux quasiment identiques à 80%. Ça veut dire quoi un député ? Enfin, c'est quoi la valeur politique d'un député qui n'est même pas élu par un cinquième du corps électoral, auquel vous retranchez 10% qui sont allés à l'opposant, donc vous vous retrouvez avec 10%, vous retranchez les nuls, les blancs, vous vous retrouvez avec 3%. On est sur du ridicule consumé, ça montre que les gens ne sont plus en adhésion à ce système, que ce système n'est plus représentatif, commence à manquer lourdement de sources de légitimité. Donc me dire, est-ce qu'un gouvernement, moi je dirais, mais attendez, avant de penser droite, gauche, tel parti contre tel autre, commençons à réfléchir sur pourquoi est-ce que le dégoût est si profond aujourd'hui sur la façon dont sont organisées les choses dans le pays. Et donc j'ai demandé au Conseil constitutionnel de dire, fixer un seuil. À partir de tant de pourcents, enfin, on réfléchit ensemble, on réorganise, on fait une constitution, on fait ce qu'on veut, mais enfin, on ne continue pas sur cette... Bon, évidemment, vous imaginez bien que la réaction n'était pas des plus excitées, mais pour vous dire qu'en fait, voilà, il y a quand même un embranchement, une crise qui est quand même beaucoup plus générale. Là, on nous coupe l'électricité sur la question des retraites. On aurait aimé qu'ils le fassent au moment des Gilets jaunes, on aurait aimé qu'on le fasse au moment de certaines révoltes. Il faut aussi à un moment sortir des confrontations institutionnalisées, vous voyez, classiques, où on se pense... Pourquoi la manifestation était un enjeu important politiquement parlant ? Parce qu'elle était le préalable d'une révolution. On marche pacifiquement, on est plusieurs centaines de milliers, et la prochaine fois, si tu ne nous entends pas, cette fois on sera un peu plus méchant, et la fois d'après, si on manifeste pour manifester, sans se rappeler que ça s'inscrit dans une dynamique de rapport de force, et qui exige parfois de faire une révolution,
bah, ça n'a plus aucun intérêt. Ça permet On à... a un gouvernement Mais, qui éteint mais parce qu'il est la révolution. face à des instances syndicales, etc., qui ont perdu ce lien avec leur origine. Et au pourquoi de gestes comme celui de la manifestation. Vous voyez, enfin, qui ne comprennent pas que la manifestation en soi, évidemment, ça ne va rien changer. Évidemment qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, il peut rester à Barcelone en disant oui, bon, on va continuer avec détermination, merci beaucoup les cocos, rentrez chez vous, tout va bien. Si vous n'êtes pas dans un rapport de force beaucoup plus solide, et surtout si vous le faites de façon parcellaire à chaque fois sur des intérêts particuliers. On sait que les retraites, il y a quand même une grande partie de la population qui a tiré une croix dessus depuis longtemps. Vous voyez, enfin, je veux dire, par contre, les gilets jaunes, c'était quelque chose qui aurait pu toucher tout le monde et qui justement récupérait, remettait au centre du politique les gens les plus précaires et ainsi de suite. On a eu la répression la plus violente de tous les On a temps. eu la répression la plus... Et à ce moment-là, les syndicats n'ont pas été à nos côtés. Vous voyez, à ce moment-là. Pourquoi? Parce que du coup, ils n'avaient pas forcément leur place. Et donc là, pareil, là aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où peut-être qu'ils devraient réfléchir au fait d'être un peu plus intégrants et que tous les gens qui n'ont pas la chance d'avoir un CDI, pas la chance d'être institutionnalisés ou d'être dans une entreprise, en fait, ils ont aussi besoin de gens pour les aider et qui s'étendent à ça et qui se joignent à des forces plus larges pour notamment sauver ces... Parce qu'on ne compte pas sauver Daufour, Laurent et Duménil pour les sauver. Enfin, vous voyez, c'est la première étape d'une reconstruction. C'est une fois cette victoire acquise, c'est comment est-ce qu'à partir de là, on commence à réfléchir à ce qui s'est passé et on reconstruit quelque chose de différent à leur côté avec eux, ou en tout cas à partir de la réflexion qu'ils nous ont permis de mener. Ça, c'est quelque chose évidemment d'essentiel. J'en parlais avec Christophe Détinger, je ne sais pas si vous savez, c'est le boxeur Gilet jaune qui avait fait reculer les forces de l'ordre sur le pont, voilà, qui est mon client, que je défends pour essayer de l'aider à récupérer sa cagnotte qui avait été... Parce qu'il y a voilà, il y a des milliers de citoyens qui avaient essayé c'est de se incroyable faire ça quand même, effectivement. Là, on fait est une en appel. cagnotte. Ouais. Là, on est en appel pour justement l'arracher. On espère réussir à la récupérer, mais en première instance, c'était pas nous et il s'était fait sortir. Et Détinger, moi, je lui disais, vous avez été essentiel. Et c'est pas pour ça qu'on veut faire de vous demain le prochain président de la République ou ministre. C'est pas le sujet. Mais en fait, votre geste, il est bien plus profondément politique que des carrières à la Gabriel Attal ou à Sébastien Lecornu qui passent 30 ans à grenouiller dans des ministères, dans les ordres de la République et à aller de dîner mondain en dîner mondain pour essayer de se faire mousser et qui à aucun moment vont avoir un geste qui va dire ou incarner quelque chose. Et ça se voit à leur visage d'ailleurs. Ces gens en fait ne portent rien. Ne portent rien. Et donc, par contre, quelqu'un comme Détinger, tout de suite, bam, tout le monde s'est reconnu dedans. Et j'imagine que les autorités politiques, elles ont un peu peur, les autorités judiciaires aussi, qu'on commence à se reconnaître chez ses grands frères, qu'on commence à se dire tiens, ce visage il me dit quelque chose, tiens, ce visage il me ressemble, tiens, cette personne en fait elle a fait quelque chose que j'admire et que j'aimerais imiter. Et peut-être que c'est là où il faut qu'on la joue fine parce qu'il ne faut pas qu'on les laisse les enfermer de façon beaucoup trop grossière et longue pour éviter qu'ils deviennent des symboles. En ayant disséminé une version, puisqu'on n'a pas vraiment de retour. Mais il n'y a même pas, même la version qu'ils essayent de tenir, enfin, c'est un truc, ah oui, c'est des criminels, mais aussi c'est des politiques, mais enfin c'est tellement flou et confus, mais malheureusement, ça contribue à les effacer, parce que les gens ne comprennent pas vraiment pourquoi, enfin, vous voyez, ils ne comprennent pas les enjeux, parce que on se dit, mais pourquoi ils sont là, je ne comprends pas, et ils passent à autre chose, parce qu'ils se disent, bon, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? On se dit, ah, ils ont été interpellés, ils sont placés en détention depuis des mois, forcément, ils ont quelque chose à se reprocher. Oh, tout le monde, je pense pas. Je pense que les gens n'ont plus vraiment cette naïveté par rapport au système judiciaire français. Merci beaucoup en tout cas, Maître Juan Branco, d'avoir répondu à nos questions. Et si vous avez un dernier message à adresser à la Guadeloupe, ce serait... Vive la lutte et courage à tous.